Merci beaucoup Anna Lombert de nous avoir parlé du livre et de nous avoir proposé de le présenter à la librairie, on est très contents. Moi je vais pas être long, hein, c'est juste pour souhaiter la bienvenue à tout le monde et merci beaucoup d'avoir accepté aussi de discuter avec Anne. Voilà. Nous on vous connaît, on vous a beaucoup connu en librairie parce que je vais pas citer tous vos livres, mais pour schizophrénie numérique, qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui a un grand succès de librairie et sur le long cours, c'est pas tous les livres qui ont cette chance. Vous allez discuter un petit peu tous les deux, puis après on espère que vous aurez plein de questions, et quand on aura un petit peu trop chaud et qu'on aura envie de se lever, tous, on passera à un moment plus informel autour d'un verre et d'un petit buffet, et puis voilà. Bonne soirée à tout le monde, et puis je vous laisse la parole à tous les deux. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Adrien Zerat, je suis doctorant à Paris 8, donc collègue on pourrait dire aussi de Anne. Et je vais avoir le rôle de questionnant ou de répondant pour elle. Donc Anne, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter rapidement ce que tu fais? Oui, donc je suis un peu perturbée par un individu qui vient de rentrer dans cet espace. Non, alors je suis maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Paris 8 et je travaille j'ai fait ma thèse sur les pensées de Gilbert Simondon et de Jacques Derrida et j'ai beaucoup travaillé aussi avec Bernard Stiegler pendant 7 ans. À la fois, on va dire, sur ces textes et aussi à travers différents projets plus politiques, on va dire. Et puis, j'ai écrit aussi 2 essais plus grand public sur les technologies numériques notamment, enfin leurs enjeux anthropologiques et politiques, donc schizophrénie numérique et puis Le Capital que je ne suis pas, qui est un texte coécrit avec Gaël Giraud qui est un économiste. Voilà, et donc le dernier livre que j'ai publié récemment, c'est ce livre qui s'appelle donc Penser avec Bernard Stiegler et qui revient un petit peu sur la pensée de Bernard Stiegler, à la fois du point de vue de ses enjeux philosophiques et puis de ses enjeux plus politiques. Je crois que j'ai dit à peu près. Merci. Donc, tu as travaillé quand même de nombreuses années avec Bernard Stiegler. Tu as pu te confronter avec son travail, avec sa pensée. C'est quoi qui t'a motivé à écrire un livre sur lui? C'était quoi le projet au départ Alors, je me suis rendu compte, je pense, au bout d'un moment, que j'avais écrit pas mal d'articles un peu académiques au sujet de Bernard Stiegler, que j'avais donné un séminaire aussi à Paris 8 sur sa pensée. Et j'avais l'impression d'avoir accumulé beaucoup de matière. Et je me suis dit que ce serait très utile de synthétiser en fait cette matière, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les articles académiques sont relativement peu lus, et évidemment il y avait relativement peu de personnes qui avaient assisté à ce cours que j'avais donné sur la pensée de Bernard Stiegler, et je me suis dit en fait on a besoin aujourd'hui d'un livre un peu d'introduction autour de cette pensée qui est assez complexe et pourtant qui concerne un public très très large, c'est-à-dire pas seulement des étudiants de philosophie ou des chercheurs en philosophie, mais on sait que, pour les personnes, il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent déjà un petit peu la pensée de Bernard Stiegler, et ces personnes savent que c'était un penseur qui intéressait dans beaucoup de champs différents, des champs professionnels divers et variés, dans le champ artistique, dans le champ politique, dans le champ technologique, industriel, etc. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment une sorte de livre, un peu d'introduction, qui répond à une sorte de double enjeu. Enfin, je le dis comme ça après coup, je ne l'ai pas écrit en pensant exactement les choses de cette manière, mais mon idée, c'était à la fois de montrer un petit peu que la pensée de Bernard Stiegler constitue une sorte de bifurcation dans l'histoire de la philosophie, qui ouvre de nouvelles portes et qui est vraiment importante dans cette histoire. Donc un livre qui puisse être intéressant aussi pour des personnes qui s'intéressent à la philosophie contemporaine. Et puis en même temps, de faire un livre d'introduction qui soit accessible vraiment pour le grand public et qui puisse permettre à n'importe qui d'entrer en fait dans la pensée de Bernard Stiegler, c'est-à-dire de comprendre un peu son geste et ensuite de pouvoir aller se plonger dans tel ou tel livre, de pouvoir regarder telle ou telle vidéo, parce qu'il a fait aussi beaucoup d'interventions orales, de séminaires. Donc voilà, c'était un peu ça mon but, et comme il n'existait pas de livre qui remplisse cette fonction, disons, c'est pour ça que j'ai décidé de l'écrire. Et je trouve que
il est particulièrement réussi parce qu'il permet de vraiment dresser un tableau assez synoptique de l'ensemble des grands thèmes qui animent la pensée de Bernard Stiegler. Donc bravo pour ça, je me permets de te féliciter en direct. Et d'un point de vue pédagogique, on va essayer d'aborder les grandes parties qui composent ce livre. Donc en fait, ce livre, il a 5 parties qui sont précédées d'un prologue et qui sont suivies d'une conclusion. Donc je vous propose qu'on rentre un petit peu dedans et puis qu'on aborde chaque partie en tant que telle. Dans le prologue, tu présentes une sorte de commentaire d'un moment qui est le moment où Bernard Stiegler noue en quelque sorte avec la philosophie. Et tu vas nous expliquer en quoi ce moment est si singulier. Je précise quand même pour les personnes qui ne sauraient pas que c'est un philosophe qui a la particularité d'avoir connu ce que tu appelles toi, ce qu'il appelait lui aussi, une conversion. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout destiné à la philosophie au départ, qui a une vie et qui a 1000 vies dans sa vie, et qui, après avoir braqué un certain nombre de banques, a fini en prison. Et c'est en prison qu'il a découvert en quelque sorte la philosophie et qu'il s'est jeté dedans à corps perdu et pour tout le reste de sa vie. Donc ce prologue il est assez touchant parce que justement c'est un moment où tu essayes de comprendre qu'est-ce qui fait ce geste-là et en quoi il a une résonance profondément philosophique parce qu'il implique un certain rapport à la philosophie et ce que dit la philosophie. Oui, tout à fait. En fait, j'ai essayé de revenir quand même sur cet épisode parce qu'effectivement, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas très bien la pensée de Bernard Stiegler ne savent qu'une chose, c'est qu'il a été en prison avant de faire de la philosophie. Bon. Et en fait, ce que j'ai essayé de montrer dans le prologue, c'était que cet épisode-là, c'est pas seulement un épisode biographique, mais c'est aussi en fait un épisode qui a une dimension à proprement parler philosophique. Parce que, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'au moment où Bernard Stiegler est incarcéré, en fait, il va découvrir par expérience, d'une certaine manière, ce qui va être ensuite un peu le cœur de sa pensée. C'est-à-dire que il est dans sa cellule et pour se sauver, d'une certaine manière, je pense qu'on peut le dire comme ça, ou pour se soigner en tout cas, il commence à lire et à écrire, voilà. Et donc il a, disons, la chance d'avoir un ami qui s'appelle Gérard Granel, qui est un philosophe connu pour avoir traduit un certain nombre de textes de phénoménologie de Heidegger et de Husserl, qui lui fait passer des livres en prison, et puis il est inscrit aussi par correspondance à l'université de philosophie de Toulouse, me semble-t-il. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans cette cellule de prison, il va commencer à étudier la philosophie, à prendre des notes, etc., et à penser, en fait. Et au moment où il commence à penser, il se rend compte que sa pensée dépend de toutes les notes qu'il prend, de tous les commentaires qu'il fait, de toutes les traces écrites, en fait, qu'il laisse autour de lui dans cette cellule de prison. Et donc il se rend compte qu'en fait notre pensée à tous repose sur ces traces matérielles écrites. Autrement dit, que la pensée, si vous voulez, ne flotte pas quelque part dans le ciel des idées, n'est pas quelque chose d'immatériel, mais est inscrit en fait véritablement dans les supports de mémoire artificielle, dans ce qu'il appellera les supports hypomnésiques. Et donc, si vous voulez, c'est dans cette cellule de prison, non seulement qu'il se convertit à la pratique philosophique, mais aussi qu'il a l'intuition philosophique qui sera son intuition philosophique fondamentale ensuite. Parce qu'après, toute sa pensée va consister d'une certaine manière à thématiser cette question, c'est-à-dire le fait que l'esprit est toujours déjà extériorisé dans des traces matérielles et que notre activité spirituelle, intellectuelle, psychique, intérieure n'est que, si je puis dire, l'intériorisation de ces traces matérialisées. Bon. Donc ça me semblait vraiment important de le rappeler, et juste pour boucler là-dessus, ça me semblait d'autant plus important que, si vous voulez, ce geste-là, évidemment, c'est un geste qui est un petit peu anti-platonicien d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire que le monde des idées intelligibles dépend du monde de la matière sensible, si vous voulez. Hein, donc par opposition à ce que pouvait, dans une certaine mesure, raconter Platon, c'est-à-dire, attention, les images sensibles nous détournent des idées intelligibles, hein, et nous devons nous en méfier parce qu'elles sont vecteurs d'illusions, etc.
Et en même temps, donc c'est là-dessus que j'ai essayé un petit peu de jouer. C'est pour ça que tu fais un parallèle entre la cellule de prison et la caverne de Platon. Exactement, voilà, parce que Platon a toute une théorie, en fait, enfin, pas une théorie, mais la fameuse allégorie de la caverne qui rappelle peut-être des vieux souvenirs de cours de philo de terminale à certains d'entre vous. Et en fait, voilà, donc toute l'idée de la caverne de Platon, c'est qu'il faut sortir de cette caverne qui est en fait une grotte dans laquelle sont projetées des images et qui sont des images artificielles. C'est une sorte oui, voilà, c'est une sorte d'anticipation, si vous voulez, d'une salle de cinéma. La caverne de Platon, ça a souvent été dit, les prisonniers sont assis devant un mur, ils regardent les images artificielles projetées sur ce mur et ils les prennent pour des réalités. Et donc le philosophe va être celui qui sort de cette caverne et qui va voir la lumière du jour, etc. Et précisément, l'histoire que Bernard Stiegler raconte, lui, c'est pas l'allégorie de la caverne, c'est sa propre autobiographie, disons, son séjour en prison, qui est l'entrée dans une caverne, en fait, qui n'est pas la sortie vers la lumière du jour, mais qui est au contraire l'entrée. Et donc c'est très symptomatique de son geste philosophique qui consiste à renverser un petit peu la théorie de Platon. Donc voilà, disons que j'ai essayé de développer un peu ça dans le prologue, parce que je pensais que cet épisode biographique avait un sens philosophique plus profond et que c'était intéressant d'y réfléchir. Ok, alors dans la première partie qui suit le prologue, qui s'appelle l'œuvre théorique et pratique de Bernard Stiegler, tu fais une sorte de parcours presque biographique, on pourrait dire, en distinguant 4 périodes. Et dans ce chapitre, enfin dans cette partie plutôt, où il y a plusieurs chapitres, tu essayes de montrer comment tout le travail théorique très approfondi que va faire Stiegler tout au long de sa vie, en fait, est toujours associé à une dimension pratique et à un engagement très fort. Ce que je trouve particulièrement réussi d'ailleurs dans cette partie, c'est que on voit à quel point, à chaque fois qu'il avance théoriquement, il va faire un effort pour concrétiser ce travail dans des projets inscrits dans la vie politique, économique, etc. Est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots ces différentes phases, ces différentes périodes que tu as distinguées et pourquoi ? Oui. Je ne sais pas si je pourrais résumer, mais disons que oui, ça me semblait très important d'insister là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que quand j'écrivais le livre, je me souviens t'avoir à un moment posé une question. Je t'avais dit, parce que j'étais en train d'écrire la conclusion, et je voulais être sûre de ne pas rater quelque chose de très important. Donc j'avais demandé à Adrien, toi, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué quand tu as découvert l'œuvre de Stiegler ? Et je me souviens que tu m'avais dit, moi, c'est vraiment cette dimension voilà, à la fois philosophique et pratique, en fait, parce que c'est vrai que c'est relativement rare aujourd'hui, parmi les grands philosophes, on va dire, qui enseignent la philosophie, qui écrivent des livres de philosophie. En fait, c'est relativement rare que ces personnes-là soient aussi très actives du point de vue, voilà, on va dire, dans la vie de la cité, on pourrait le dire comme ça. Ouais, c'est-à-dire, si je peux me permettre cette petite parenthèse, effectivement, moi quand j'ai découvert Stiegler, c'était en 2012, et j'étais tout jeune étudiant de philosophie. Ce qui m'a frappé, ce qui m'a fasciné et beaucoup attiré, c'est qu'il avait ce souffle qui le portait à essayer de vraiment de faire de la philosophie comme Platon ou Marx ont essayé de faire de la philosophie, c'est-à-dire à la fois penser le monde et en même temps le transformer. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a très peu de philosophes dans l'histoire qui ont cette ampleur-là et qui ont réussi à tenir cette ambition-là le plus possible. Oui, tout à fait. Et donc, moi, en fait, ce que j'essayais de tracer un petit peu dans l'introduction, c'était vraiment de faire un parallèle, mais là, je vous laisserai découvrir dans le livre, entre ces théories philosophiques et la manière dont elles évoluent, et ces projets politiques et la manière dont ils évoluent eux aussi, et en montrant qu'en fait, ça se correspond à chaque fois, quoi. Et disons que ce que j'ai aussi essayé de montrer, enfin de souligner, ce qui m'est apparu, disons, c'est que ces projets politiques ou pratiques-là, ils prenaient, disons, peut-être 3 formes, enfin, je ne sais pas si c'est exact de le dire comme ça, mais enfin, il y avait d'une part la volonté de créer des instruments
technologique, numérique différent, donc une sorte d'engagement un peu technologique ou industriel. Donc de dire que par exemple, pour prendre un exemple très contemporain que Bernard Stiegler n'a pas connu heureusement pour lui, mais qui est l'intelligence artificielle générative par exemple, un geste qui consiste à dire la manière dont on nous propose ces services numériques, en fait, est peut-être pas la meilleure, quoi. Et on peut transformer, on peut utiliser des technologies numériques pour faire tout autre chose, pour faire des choses bien plus intéressantes. Et donc il faisait un certain nombre de propositions sur ce plan-là, ce qui évidemment chez les philosophes est rarissime, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'autres philosophes contemporains qui font ce genre de choses, qui ont une telle attention à la technique, la technologie, l'industrie en tant que telle. Et puis d'autre part, il y avait une dimension vraiment institutionnelle avec la création en fait d'institutions, la création d'une école de philosophie, la création d'une association, donc la création en fait de groupes collectifs, d'institutions, on peut dire dans une certaine mesure, qui travaillent ensemble avec voilà, un certain nombre de projets, et puis une dimension aussi plus politique et plus économique aussi, avec tout ce qu'il a essayé de mettre en place sur le territoire de Plaine Commune, donc avec l'idée d'essayer d'expérimenter un modèle d'économie contributive, donc un revenu contributif, etc. On pourra peut-être en reparler, mais disons, voilà, un engagement peut-être plus politique et économique sur le terrain, sur un territoire, avec toutes sortes de chercheurs et aussi d'acteurs économiques, industriels et de représentants politiques et différents professionnels. Et donc j'essaye de montrer un petit peu comment ces trois dimensions aussi de l'engagement s'articulaient, parce qu'il me semble que c'est un exemple très intéressant. Voilà. Alors on peut passer à la deuxième partie, qui nous fait là vraiment rentrer dans le détail, si on peut dire, des grandes thèses fondatrices de l'œuvre de Stiegler. Cette partie s'appelle « L'invention de l'homme entre mémoire et technique » et donc est consacrée à l'étude de la relation entre mémoire et technique, qui constitue en fait la base du travail de Bernard Stiegler. C'est quoi l'idée principale de Stiegler? Tu as commencé à la soulever tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais essayer de nous la résumer le plus simplement possible? Elle s'articule autour de la relation entre mémoire et technique, mais en gros, c'est quoi la thèse de Stiegler? Qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce que ça dit sur la conception qu'on se fait de l'humain et la conception qu'on se fait de la technique? Et qu'est-ce que ça change par rapport à ce qu'on pense habituellement sur l'humain et la technique? Oui, bah, en fait, le point important dans cette partie, effectivement, c'était de bien montrer, comment dire, un petit peu la manière dont la pensée de Stiegler va permettre de se dégager, disons, d'une conception humaniste de l'humain, pourrait-on dire, et d'une conception instrumentale de la technique. Et comment ces deux gestes vont de pair, en fait, d'une certaine manière. Parce que, si vous voulez, une conception humaniste, c'est un grand mot humaniste, hein, je ne devrais peut-être pas utiliser ce terme, enfin, disons, une conception qui considère qu'il existe quelque chose comme une essence humaine ou comme une nature humaine, voilà, une intelligence, une raison, une pensée, voilà, indépendante de tout milieu matériel, social, technique, va souvent aller de pair avec une conception instrumentale de la technique. On va considérer que la technique est seulement un instrument au sens d'un moyen, c'est-à-dire une chose que l'on peut utiliser pour faire d'autres choses. Donc un moyen auquel on attribue des fins. Donc si vous voulez, vous avez un humain d'un côté qui est celui qui est dépositaire de l'esprit, de la signification, de la finalité, et puis vous avez des moyens matériels de l'autre qui, eux, sont, on va dire, indifférents à cette signification ou à cette finalité. Et c'est l'humain qui utilise ces techniques qui attribue la finalité ou la signification à ces techniques. Et donc aujourd'hui, ça paraît peut-être un peu étrange dit comme ça, mais par exemple aujourd'hui, quand on nous parle beaucoup de l'éthique de l'intelligence artificielle, de l'éthique du numérique, etc., en fait, qu'est-ce que ça présuppose? Ça présuppose que nous sommes des humains, nous sommes maîtres de certains moyens qu'on appelle intelligence artificielle ou technologie numérique, et que nous allons leur assigner des bonnes ou des mauvaises finalités, et puis que... bon. Ça précisément, quand on lit Bernard Stiegler, on se rend compte que c'est très problématique. Alors, c'est très problématique pour beaucoup d'autres penseurs avant lui, hein. Il n'arrive pas comme ça, je veux dire, c'est tout un héritage de la philosophie contemporaine de la technique. Plus personne ne pense en ces termes depuis
le début du XXe siècle au moins, quoi. Mais disons que ce que pose Bernard Stiegler, c'est que précisément, en fait, donc il s'appuie beaucoup sur Leroi-Gourhan, André Leroi-Gourhan, qui est un paléoanthropologue, qui a étudié le processus de l'hominisation, donc on va dire de l'évolution des premiers humains dans la préhistoire, et qui a montré que le processus d'hominisation est un processus d'extériorisation technique. Donc qu'en fait, il n'y a jamais eu un humain indépendamment de ces techniques et que l'humain ne s'est pas dit un jour ah bah tiens moi je vais me construire un silex taillé pour faire ça quoi, voilà, pas comme ça du tout que ça s'est passé, et qu'en fait voilà, l'humain et la technique sont toujours liés en fait. Et en particulier ce que dit Leroi-Gourhan, c'est que si nous devons caractériser l'humanité par une propriété ou disons plutôt une capacité, eh bien ce qui caractérise l'humanité selon lui, c'est sa capacité à, dit-il, placer sa mémoire en dehors de lui-même, c'est-à-dire à extérioriser sa mémoire sur des supports techniques qui sont aussi des supports symboliques. Et donc Stiegler va repartir en fait de cette thèse-là en essayant de montrer que ce processus d'extériorisation de la mémoire est constitutif de la mémoire humaine, c'est-à-dire que la mémoire et la technique en fait sont toujours liées. Ce qui veut dire que tout support technique est un support de mémoire. Un silex taillé est déjà un support de mémoire parce que dans le silex sont inscrits les gestes qui ont permis de le produire d'une certaine manière, mais a fortiori tous les supports de symboles, donc toutes les techniques et les technologies ensuite d'enregistrement sont des supports de mémoire. C'est-à-dire que l'écriture, par exemple, est un support de mémoire, les peintures rupestres sont des supports de mémoire, et puis voilà, l'imprimerie, la presse, etc. Et ensuite, évidemment, au XXe siècle, la phonographie, la photographie, le cinéma, la télévision et les technologies numériques aujourd'hui sont autant de supports de mémoire qui transforment en fait nos manières d'accéder au passé et d'accéder à l'avenir, donc nos manières de nous souvenir et nos manières d'imaginer. Je ne sais pas si c'est très clair tout ça, j'ai mélangé beaucoup de choses, mais enfin ça veut dire tout simplement qu'on ne se rapporte pas au passé de la même manière à l'époque du livre ou à l'époque de la photographie, parce que par exemple vous allez pouvoir voir des images du passé grâce à la photographie, ce qui était impossible avant par exemple, vous voyez, et donc donc c'est ça le cœur quand même de sa thèse, je crois. Il y a un passage, je ne le connais pas par cœur, mais où il écrit que l'évolution technologique est aussi une évolution de nos consciences, en fait, que les évolutions des supports de mémoire impliquent une évolution dans tout simplement nos manières de nous souvenir, nos manières de percevoir, nos manières d'imaginer, et donc toute révolution technologique en ce sens est aussi une révolution anthropologique, en fait. Voilà. Oui, et tu montres très bien comment finalement tout ce jeu, tout ce processus d'extériorisation technique, en fait, il va être en retour constitutif de ce qui fait l'identité de ce qu'on peut appeler l'humain, mais qui est une identité finalement qui est toujours en train de se transformer elle-même et donc qui passe toujours aussi par un nouveau processus d'extériorisation. Et comment en fait en réalité ça problématise le rapport entre intérieur et extérieur et entre intériorisation et extériorisation. Ça c'est vraiment passionnant la manière dont tu le relèves dans cette partie et dans tout le livre d'ailleurs. Et ça nous amène finalement à voir comment dans la partie suivante ces bases qui sont posées conduisent à devoir repenser le rôle des technologies pour la transformation de l'esprit lui-même. C'est pour ça que tu appelles cette partie les technologies de l'esprit, virgule, entre savoir et pouvoir. Et donc c'est une partie où tu montres comment ce rapport entre mémoire et technique, il se décline dans l'enjeu de repenser la question du pouvoir en lien avec celle du savoir, un peu à la manière dont Foucault l'avait développé, mais à sa manière à lui, à Bernard Stiegler, qui est aussi une façon de réactualiser la pensée de Michel Foucault. Comment tu distingues les différentes manières dont la mémoire s'extériorise et s'enregistre au cours de l'histoire selon Stiegler? Oui, selon sa théorie à lui, en fait, effectivement, peut-être je voulais dire juste une chose avant de répondre à ta question sur cette question du lien entre savoir et pouvoir, juste pour faire le lien avec
ce qu'on vient de dire précédemment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que, si vous voulez, les activités de l'esprit ne sont pas logées dans nos cerveaux ou dans le ciel des idées, mais dans les milieux techniques qui nous entourent, en fait, la question va se poser de savoir qui produit et qui possède ces milieux techniques d'une certaine manière. C'est-à-dire que si l'on considère que nos esprits se forment et se déforment en fonction de la manière dont les symboles, les idées, les textes, les images circulent autour de nous, dans ces milieux artificiels, on a d'emblée une question politique qui se pose en fait, qui est que ceux qui contrôlent ces milieux artificiels en fait contrôlent nos esprits. Donc forcément la question du savoir, ou disons de l'extériorisation du savoir et de l'intériorisation du savoir, puisque dans une conception très très large du savoir, ces images, ces textes, ces symboles en fait ce sont ce qui constitue nos savoirs, devient aussi la question du pouvoir, parce que ceux qui contrôlent les supports de savoir sont ceux qui vont exercer un certain pouvoir. Voilà. Donc et effectivement, il y a 3 ou 4, je ne sais plus, grandes catégories de supports de mémoire qui vont être identifiés par Bernard Stiegler. Donc il appelle ça des rétentions tertiaires. Enfin, il y a des personnes ici qui connaissent bien ce vocabulaire, d'autres moins, mais peu importe, on ne va pas définir... rétention tertiaire, ça veut dire tout simplement que... Bon. C'est un objet technique qui recueille... Il ne faut jamais dire, on ne va pas définir, parce que... mais non, mais disons que voilà, la rétention, c'est le fait de retenir quelque chose, de se souvenir. Bon, et le philosophe Husserl avait distingué la rétention primaire de la rétention secondaire. Donc la rétention primaire, c'est quand vous vous souvenez de ce qui vient d'être dit dans l'instant. Là, vous vous souvenez du début de ma phrase, pour pouvoir comprendre ce que je vais dire ensuite. La rétention secondaire, c'est quand vous avez des souvenirs plus lointains de votre enfance, par exemple. Et Bernard Stiegler introduit ce terme de rétention tertiaire pour dire, en fait, il y a aussi des souvenirs dans les objets techniques matériels qui nous entourent. Voilà, une photographie, un livre, etc. Bon. Ce qui est toujours la même idée que finalement notre mémoire humaine est extériorisée. C'est toujours la même idée, c'est une fois qu'on a compris cette idée. Ouais. En fait, c'est très important parce que l'idée, c'est que la vie sociale humaine ne peut pas être comprise dans les mêmes termes que la vie biologique. En fait, dans la vie biologique, vous avez une mémoire génétique, qui est une mémoire qui se transmet par l'organisme. Vous avez une mémoire somatique, la mémoire du corps, mais cette mémoire somatique, elle disparaît au moment de la mort de l'individu. Ce que dit Bernard Stiegler, c'est qu'en fait, il faut repenser l'humain à partir d'une troisième forme de mémoire qui n'existe pas dans le domaine purement vivant, qui est ce qu'il appelle la mémoire épiphylogénétique, mais qui est en fait la mémoire extériorisée, à partir de laquelle, sur la base de laquelle nous construisons notre vie culturelle. Oui, tout à fait. Et grâce à laquelle nous pouvons nous rapporter à notre passé en tant que société. Puisque la technique devient un milieu et pas seulement un instrument. Voilà. Donc c'est une médiation... Et nous pouvons du coup revivre, si vous voulez, des expériences que nous n'avons pas vécues nous-mêmes. Nous pouvons nous souvenir de ce que nous n'avons pas vécu. C'est ça qui est très important. Et c'est là où il y a un point de départ par rapport à la phénoménologie, si vous voulez. La phénoménologie qui était l'étude de la conscience et des vécus de conscience. Et donc un vécu de conscience, c'est ce que vous avez vécu dans votre vie, si vous voulez. Mais quand vous lisez un livre de Bernard Stiegler, vous allez vous souvenir de ce que Bernard Stiegler lui-même a vécu. Et lui-même s'est souvenu de ce que Derrida avait vécu, de ce que Platon avait vécu, etc. C'est comme ça que la mémoire se transmet, en fait. C'est grâce à cette extériorisation de l'esprit qui nous permet de retrouver les expériences vécues de ceux qui nous ont précédés, alors même que nous ne les avons pas vécues, si vous voulez. Voilà. Bon. Mais alors, du coup, cet enjeu-là de la rétention tertiaire, de la mémoire extériorisée, etc., tu viens de dire que... elle introduisait un rapport un petit peu ambivalent parce que c'était à la fois une condition du savoir, une manière par laquelle on peut obtenir du savoir, et en même temps une occasion de contrôle et un moyen d'exercice du pouvoir. Donc il y a une dimension qui est introduite là, que Bernard Stiegler appelle le pharmacon. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Voilà, alors exactement. En fait, donc en fait, Bernard Stiegler va identifier différents types de rétention tertiaire, donc la rétention tertiaire littérale, donc tous les supports écrits, littéraux, imprimés, etc. La rétention tertiaire, les rétentions tertiaires analogiques, pardon, donc les enregistrements du son ou les enregistrements des images, donc la phonographie ou la photographie,
qui vont elles-mêmes donner lieu au cinéma, à la cinématographie, puis à la télévision, bon voilà, et puis la rétention tertiaire numérique, donc l'enregistrement sous forme de données numériques, hein, de l'enregistrement de textes, d'images, mais aussi de toutes sortes d'activités. Voilà, nos activités quotidiennes sont enregistrées en permanence sous forme de données numériques. Bon. Oui, cet enregistrement-là numérique n'est pas du tout le même que l'analogique, puisqu'en fait il passe par un traitement, par le nombre précisément, le calcul des données numériques. Exactement. Et donc ça a toutes sortes d'enjeux aussi. Nous ne recevons pas les textes, les images, les sons de la même manière quand nous sommes face à des enregistrements analogiques ou des enregistrements numériques, par exemple. On ne va pas forcément rentrer dans ces détails, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, ces différents types de rétention tertiaire, effectivement, sont qualifiés comme étant des pharmacas, c'est-à-dire donc ce fameux mot grec qui veut dire, qui a donné lieu au terme de pharmacie et qui veut dire à la fois qu'on a traduit parfois par médicament, mais qui veut dire en fait à la fois le remède et le poison. Et donc, bon là évidemment, il y a tout un héritage de Derrida par Bernard Stiegler, puisque Derrida, donc Jacques Derrida, qui était un philosophe, qui était son directeur de thèse, avait beaucoup, on va dire, insisté sur cette notion grecque du pharmacone, à la fois le remède et le poison. Je ne reviens pas sur tout le commentaire que Derrida fait de Platon, et dans lequel il parle de cette notion, mais enfin l'important c'est de retenir que tous ces supports d'enregistrement, en fait, ces supports techniques d'enregistrement sont intrinsèquement ambivalents, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que ce sont des conditions de possibilité de notre pensée, mais ce sont aussi des conditions d'impossibilité, comme disait Derrida, qui disait que ce sont des conditions d'impossibilité avec le IM entre parenthèses. Bon, disons que c'est à la fois ce qui rend possible notre pensée, puisque c'est ce qui nous permet d'extérioriser des symboles et donc de les échanger, en fait, tout simplement, donc de nous individuer psychiquement et collectivement, hein, mais c'est aussi ce qui peut court-circuiter ces processus d'individuation psychique et collective. Donc, par exemple, bon, je vous donne un exemple un peu caricatural, mais enfin, dans le cas de la rétention tertiaire numérique, puisque c'est celle qui nous occupe aujourd'hui, vous allez avoir une plateforme, une encyclopédie collaborative comme Wikipédia, qui va vous permettre de partager toutes sortes de savoirs collectivement, d'écrire des articles collectivement, de diffuser ce savoir, voilà, à différents types de personnes, de rendre ces savoirs accessibles, etc. Donc si vous voulez, c'est un support très important en termes d'individuation psychique et collective, d'échange symbolique, si vous voulez. Et en même temps, vous allez avoir des dispositifs comme ChatGPT ou des intelligences artificielles génératives qui vont venir court-circuiter vos capacités d'expression. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui allez vous exprimer, mais vous allez demander à la machine de s'exprimer, mais elle ne s'exprime pas, mais enfin disons, de générer un texte à votre place. Et donc là, ça pose toutes sortes de problèmes parce qu'effectivement, si vous ne vous exprimez plus, vous ne faites plus travailler votre mémoire, votre imagination, vos capacités de langage, de rédaction, de réflexion, etc. Et donc vous avez une sorte de court-circuit des facultés de pensée, donc ce que Bernard Stiegler appelle la prolétarisation. Peut-être qu'on peut passer un peu sur cette thématique-là, qui est vraiment très fondamentale pour lui, c'est-à-dire que toute technologie à la fois peut être un support de savoir, mais aussi peut être un dispositif dans lequel nous allons déléguer notre savoir. Et c'est ça qu'il appelle la prolétarisation, c'est le moment où nous extériorisons un savoir et nous ne le pratiquons plus, en fait. Donc nous devenons, si vous voulez, d'une part très dépendants, ouais, et nous devenons du coup des prolétaires, effectivement, non plus de nos savoir-faire, comme ça avait été le cas pour les ouvriers lors de la première et surtout de la seconde révolution industrielle avec les machines-outils, hein, où les artisans avaient extériorisé leur savoir-faire dans des machines-outils automatiques qui vont produire toutes sortes de choses à leur place, et donc ils deviennent des prolétaires, comme le dit Marx, qui décrit très précisément ce phénomène, mais cela se joue désormais avec les automates numériques pour les savoirs penser, c'est-à-dire que l'automatisation n'est plus seulement machinique, elle est algorithmique, et que les fonctions qui sont extériorisées sont plus seulement des savoir-faire ou des capacités gestuelles ou manuelles, mais des savoirs penser et des capacités, on va dire, intellectuelles, cognitives, voilà. Ceci nous amène très brillamment à la partie suivante qui s'intitule « Économie, travail et automatisation ». Et donc c'est la partie dans laquelle tu développes les thématiques qui ont été au cœur des réflexions de Bernard Stiegler, notamment à partir des années 2000, qui portent sur l'économie politique
Ces réflexions de Bernard Stiegler, elles ont une double dimension, puisqu'elles constituent à la fois une critique, un peu dans la continuité de ce qu'avait fait Marx. On vient de parler de Marx, de la question de la prolétarisation. De ce point de vue, Bernard Stiegler, il prolonge un petit peu les réflexions de Marx, il leur donne une inflexion nouvelle. Et donc ces travaux sur l'économie politique, elles sont à la fois une critique de l'économie politique, ce qu'il appelle lui-même une nouvelle critique de l'économie politique. Alors peut-être tu pourrais essayer de nous dire en quoi c'est nouveau par rapport à ce que disait Marx, et en quoi c'est une forme de critique du capitalisme qui ne s'en tient pas à la critique marxiste classique. Et d'autre part, cette critique, elle est complétée par une dimension plus positive ou prospective, dans laquelle, et ça c'est un des aspects assez fascinants des travaux de Bernard Stiegler, il propose un certain nombre de propositions concrètes qui passent par l'élaboration d'un nouveau modèle économique qu'il appelle le modèle de la contribution. Est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots? Oui, en fait j'ai essayé effectivement dans la partie de bien montrer, dans ce chapitre disons, de bien montrer l'articulation entre ces deux dimensions à la fois critique et puis un peu plus prospective on pourrait dire. Donc effectivement il y a toute une... j'ai l'impression, après effectivement, c'est moi qui interprète de toute manière, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de généalogie du capitalisme industriel dans la pensée de Bernard Stiegler, où il va distinguer différentes phases du capitalisme, avec la phase productiviste qui correspond à la révolution industrielle et justement le machinisme, la grande industrie, la phase consumériste ensuite, avec le rôle où il va souligner vraiment le rôle très important des industries culturelles, donc c'est-à-dire du cinéma, de la radio, de la télévision, et de la manière dont ces médias vont être mobilisés, si vous voulez, pour inciter les citoyens à la consommation. C'est une manière de définir un petit peu les industries culturelles. Disons l'idée que la production culturelle va devenir, en fait, ne va plus avoir elle-même pour finalité, mais va avoir pour finalité de faire consommer les individus pour alimenter en fait un système économique qui produit beaucoup de marchandises dont les individus n'ont pas forcément besoin spontanément, n'ont pas forcément envie, et donc il va s'agir en fait par l'intermédiaire des films cinématographiques d'abord, puis ensuite des émissions de télévision, de stimuler un petit peu les pulsions à la consommation, si vous voulez. Et donc là, il y a toute une économie consumériste en fait qui se met en place avec le cinéma puis avec la télévision, et qui est vraiment au cœur des analyses de Bernard Stiegler dans les années, on va dire, disons les livres entre 2005 et 2015, quoi. Enfin, c'est ce qu'il appelle le capitalisme consumériste et le populisme industriel. Bon. Et donc il fait de nombreuses analyses sur ces sujets, sachant que pour lui, si vous voulez, ce qui est vraiment fondamental, c'est que là, il y a une destruction potentiellement massive des désirs qui sont décomposés sous forme de pulsions. C'est-à-dire que toutes ces industries culturelles, elles visent en fait elles considèrent le citoyen comme un consommateur potentiel. En fait, il s'agit toujours de faire consommer différents types de produits, et malheureusement, il y a plusieurs parties en nous. Nous sommes à la fois des êtres tout à fait pulsionnels qui avons besoin de satisfaire nos pulsions très vite, et puis nous sommes aussi des êtres désirants qui avons besoin de socialiser ces pulsions, de les sublimer dans toutes sortes d'activités sociales, artistiques, etc. Et le problème, donc, c'est que ces industries culturelles peuvent conduire à une sorte de régression pulsionnelle, d'une certaine manière. Bon. Et en particulier quand elles sont, disons, développées de manière massive et au service d'un système économique qui se généralise de plus en plus. Bon. Donc il y a toute cette critique-là. Et d'une certaine manière, à partir de 2015 à peu près, cette critique-là du capitalisme consumériste et des industries culturelles va se transposer dans le champ du numérique, en fait, et dans le champ de ce que Bernard Stiegler appelle le capitalisme numérique ou le capitalisme computationnel, parce que, évidemment, les industries culturelles se transforment considérablement. Donc on n'a plus affaire seulement à des écrans de télévision, on a affaire à des smartphones, on a affaire à des plateformes de contenus divers et variés, on a affaire à des réseaux sociaux qu'il appelle dès le début des réseaux antisociaux, donc voilà, il y a d'emblée une dimension, une certaine prudence en fait, et une certaine inquiétude à l'égard du développement
fulgurant de ces technologies-là. Et donc, voilà, ce capitalisme consumériste va se reconfigurer à travers ce qu'il appelle un hyper-consumérisme numérique. Et là, on a affaire à voilà, des nouvelles formes de captation de l'attention, des nouvelles formes aussi d'automatisation des existences. Hein, je reprends un terme qu'il utilise, parce qu'on va avoir des algorithmes, si vous voulez, qui vont être très personnalisés, avec un ciblage publicitaire très précis et des incitations à la consommation beaucoup plus pernicieuses, on pourrait dire. Hein, voilà. Donc là, il y a toute une réflexion, surtout dans le livre qui s'appelle « La société automatique ». Sur le modèle de la contribution. Voilà, et qui aboutit en fait à proposer une sorte de modèle alternatif qui consiste à dire que le gros problème de ce capitalisme computationnel, c'est le problème de la prolétarisation noétique dont on a déjà parlé, donc le fait que nous extériorisons nos savoirs dans ces dispositifs numériques, donc nos savoirs décider, nos savoirs penser, nos savoirs choisir, nos savoirs juger, etc. Et qu'une manière de lutter contre ces effets de prolétarisation, c'est de rémunérer ou de valoriser les activités de savoir. Sachant que le principe, si vous voulez, qui est un petit peu derrière ces réflexions, c'est qu'une société intégralement automatisée n'est plus une société et n'est pas durable en fait. Elle n'est pas durable sur un plan écologique, environnemental, elle n'est pas durable non plus sur un plan social, parce que des êtres purement pulsionnels qui, si vous voulez, n'ont plus aucune capacité de socialiser leurs pulsions ou de sublimer leurs pulsions, en fait ils ne peuvent plus vivre ensemble tout simplement. Et puis des êtres dont on capte et on exploite les attentions, les désirs, les capacités réflexives, imaginatives, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme le décrit Jonathan Crary, qui est un théoricien que Bernard Stiegler commande dans La société automatique, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle Le capitalisme à l'assaut du sommeil, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, en fait, ce sont des individus qui peuvent plus individuer psychiquement et qui vont, on le voit aujourd'hui, il y a toutes sortes de rapports qui sortent sur les problèmes de santé mentale et qui sont liés à ces industries numériques. Même des rapports neuroscientifiques maintenant qui prouvent ces faits, pour ceux qui avaient besoin de preuves tangible, voilà. Donc tout ça pour dire que ce développement industriel-là n'est pas viable, et ce développement industriel est aussi un développement économique, bien sûr. C'est ce que Bernard Stiegler appelle la disruption numérique, donc c'est une sorte de stratégie industrielle qui consiste à toujours accélérer l'innovation, hein, à soumettre les populations à un régime d'innovation permanente, si bien que quand une innovation est diffusée massivement dans les sociétés, en fait on n'a pas le temps d'évaluer ces enjeux psychiques, sociaux, politiques, et on a énormément de mal à la réguler, et on a énormément de mal à transformer nos institutions pour adopter ce nouveau milieu technique, etc. Et donc pour Bernard Stiegler, l'enjeu, c'est vraiment de penser que ces sociétés automatiques, ou ces 10 sociétés automatiques ne sont pas soutenables, et que nous devons orienter nos économies et nos développements industriels et technologiques autour de la valorisation des savoirs, parce que ce sont les savoirs humains qui font la richesse des sociétés, qui font leur diversité aussi, et par savoir, il n'entend pas seulement les savoirs philosophiques, parce qu'on n'irait pas très très loin si on n'avait que des philosophes malheureusement, mais les savoir-faire, les savoir-vivre, les savoir-penser, de tout type, les savoirs artistiques, techniques, politiques. Ce qu'il appelle savoir, c'est presque des formes de vie structurées. Exactement, c'est des formes de vie collectives en fait, et qui se renouvellent en fait, qui ont un potentiel de renouvellement et qui sont intrinsèquement imprévisibles, incalculables, c'est-à-dire qu'ils peuvent créer du nouveau, quoi, voilà. Et qui ne sont pas réductibles à des automatismes ou à des calculs ou à des prédictions, voilà. C'est en ce sens qu'il oppose savoir et information, en disant l'information, en même temps qu'elle se diffuse, elle se perd, il y a une déperdition d'information, c'est même théorisé, etc. Alors que le savoir, plus il se transmet, et plus il s'alimente, plus il se nourrit, et donc plus il s'enrichit en fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est une dimension très importante aussi, c'est le fait que, en fait, si vous voulez, cette question du savoir l'invite à repenser la question de la valeur et de la richesse en fait. Et vous savez, les concepts de valeur et de richesse, effectivement, c'est les concepts un peu fondamentaux de l'économie. Et Bernard Stiegler insiste sur ce fait que le principe du savoir, c'est que quand vous le partagez, normalement, vous ne le perdez pas. C'est pas comme un bout de pain, si vous voulez. Un bout de pain, si vous le coupez en deux, vous en donnez la moitié à Adrien, par exemple, vous en perdez la moitié, puis Adrien, il mange l'autre moitié. Le savoir, c'est...
Le savoir, c'est différent. Je vais pas y arriver. Hein. Mais le savoir, c'est très différent parce que quand vous le partagez, bah, non seulement vous le perdez pas, et en général, vous l'enrichissez, vous en gagnez plus, hein, si vous voulez. Voilà, c'est ça qui est assez incroyable avec le savoir, c'est que plus on le partage et plus on en a, en fait. Et alors qu'une information, bah, le but d'une information, c'est de la garder bien secrète, hein, et de pas, surtout pas la diffuser, parce que si tout le monde la connaît, bah, elle n'a plus de valeur, en fait, votre information. Hein. Si vous travaillez, par exemple, à l'AFP, bah, vous savez que, en fait, quand vous avez une nouvelle information, c'est très précieux, il ne faudrait pas que tout le monde l'ait en même temps que vous, quoi. Donc, voilà, et donc, si vous voulez, y a la question qui se pose, c'est comment est-ce que je valorise, ou je rémunère, ou je rétribue ces savoirs, en fait, parce que je ne peux pas les penser à travers les catégories de valeurs d'usage ou de valeurs marchandes qui sont les catégories économiques fondamentales dans un système capitaliste, en fait, parce que la valeur... bon, voilà. Donc, il faut inventer un nouveau type de valeur que Bernard Stiegler va appeler la valeur pratique ou la valeur sociétale, etc., mais surtout, il va l'engager à soutenir que nous avons besoin de rémunérer ces activités de savoir, ces pratiques de savoir de tout type, à travers ce qu'il va appeler un revenu contributif et qu'il va essayer d'expérimenter sur le territoire de pleine commune. Bon, mais c'est pas si utopique finalement, puisque d'une certaine manière ça existe déjà. Bah, oui, d'une certaine manière, ces pratiques-là, elles existent, évidemment, enfin, heureusement. Je faisais référence au fait qu'il s'inspirait aussi du modèle des intermittents du spectacle, oui, qui disposent d'un revenu pour pouvoir cultiver leur savoir, pour pouvoir proposer quelque chose après, etc. Voilà, qui ont un revenu pour pratiquer leur savoir, les cultiver et les partager ensuite à travers des moments un peu intermittents. Mais effectivement, c'est un régime qui pose beaucoup de problèmes. Et il se trouve qu'il y a dans la salle des personnes qui peuvent peut-être en témoigner, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais en tout cas, si vous voulez, ce qui était important, c'était de bien... voilà, son idée, c'était vraiment de dire que les pratiques des savoirs méritent d'être rémunérées dans une époque où on tend à automatiser de plus en plus les savoirs et donc à les transformer en des sortes de procédures, si vous voulez, abstraites, qui peuvent être implémentées dans des machines. Mais le problème, c'est que en soi, on pourrait dire pourquoi pas, mais le problème, c'est que lorsque vous faites cela, vous empêchez le savoir de se renouveler. Le savoir ne peut se renouveler que s'il est incarné par des vivants et s'il est collectivement partagé. Hein. Un dispositif technologique, en tant que tel, il ne peut pas se renouveler. Et si ces dispositifs se renouvellent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière et qui, eux, ont été formés à travers toutes sortes de savoirs. Donc ceux-mêmes qui nous disent aujourd'hui que nous devons utiliser leurs technologies parce qu'elles sont vraiment très efficaces, très productives, etc., en nous dépossédant complètement de nos savoirs les plus fondamentaux, eux, ils ont pu produire ces technologies parce qu'ils ont été formés et qu'ils ont acquis tous ces savoirs. Donc vous voyez, c'est là où le système est autodestructeur, c'est que nous produisons aujourd'hui des technologies ou des industries, des services, des produits qui détruisent les savoirs, qui pourtant les ont rendus possibles. Et donc ça, c'est la définition d'un système anthropique qui en fait se détruit lui-même et n'entretient pas ses potentiels de renouvellement. Hein. Nous sommes aujourd'hui dans un système économique et industriel complètement anthropique de ce point de vue-là. Ce qui nous amène à la dernière partie. Voilà, j'ai pas fait exprès du tout. Trop forte. Dernière partie dans laquelle tu reviens sur la dernière période, disons, du travail de Bernard Stiegler, dans lequel il va vraiment mettre l'accent sur la dimension écologique, en essayant de proposer une analyse des enjeux écologiques contemporains, enjeux qui l'ont beaucoup préoccupé. Et donc cette partie s'appelle « Écologie et entropie dans l'ère anthropocène ». Et l'anthropocène est écrit avec un E et sans H. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques indications sur qu'est-ce que son travail ajoute aux pensées de l'écologie et pourquoi remplacer le mot anthropocène avec un A et un H par celui d'anthropocène avec un E sans H qui fait référence au mot d'entropie dont tu viens de parler, et c'est quoi le problème avec l'entropie? Alors, en fait, je vais essayer de faire vite pour qu'on garde quand même du temps pour la discussion. En 3 minutes. Voilà, en 3 minutes. Donc, non, alors, effectivement,
disons que si vous voulez vraiment comprendre cette notion d'entropie et ce qu'en fait Bernard Stiegler, je vous recommande de lire la dernière partie du livre. Pas le choix. Malheureusement, bon, dommage. Mais non, parce qu'effectivement, ça va être un peu difficile de le résumer ici. Mais disons que j'essaye de faire ce que j'ai appelé une petite histoire conceptuelle de l'entropie dans le dernier chapitre pour vraiment poser les choses sur cette notion qui vient de la physique thermodynamique et qui est passée ensuite dans le champ de la biologie, puis qui s'est retrouvée un petit peu dans le champ de l'anthropologie, mais qui a aussi été une notion importante dans le champ de la cybernétique, de la théorie de l'information. Et donc de montrer quels étaient, si vous voulez, les problèmes que posait cette notion au niveau scientifique pour Bernard Stiegler et comment il allait la récupérer et la transformer complètement pour repenser la situation écologique contemporaine. Mais là, je ne vais peut-être pas rentrer dans ce débat, je vais peut-être juste insister sur ce qui me semble intéressant dans sa conception de l'écologie, parce que ça, c'est aussi un rapprochement que j'ai essayé de faire depuis longtemps maintenant, qui apparaît du coup dans le livre, entre... si vous voulez, la question des trois écologies, qui a été une question qui a été développée par un autre philosophe dans les années, en 1989, dans un petit livre. Le livre s'intitule Les trois écologies, le philosophe s'appelle Félix Guattari, et la pensée de Bernard Stiegler sur ces questions écologiques. Ce que dit Guattari dans ce livre, de manière, je caricature énormément, mais il dit que la question écologique aujourd'hui n'est pas seulement une question environnementale. Elle est évidemment d'abord une question environnementale, mais elle est aussi une question d'écologie mentale et d'écologie sociale. C'est-à-dire que l'écologie n'est pas seulement le problème de la destruction des écosystèmes naturels et de la perte de la biodiversité, mais aussi de la destruction des écosystèmes médiatiques ou symboliques, si vous voulez, et de la perte de la sociodiversité, de la diversité culturelle, intellectuelle, spirituelle, etc. Et donc, j'écoute la musique. Je vais fermer, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, et donc je crois que Bernard Stiegler rejoint Félix Guattari sur ce point, vraiment, puisqu'il avait parlé lui aussi d'écologie de l'esprit, en disant en fait nos esprits sont, comme on le dit depuis le début, dans nos milieux techniques, symboliques, etc. Et donc si nous voulons prendre soin de nos esprits, nous devons aussi prendre soin de ces milieux médiatiques, techniques et symboliques. Et donc la question écologique est toujours double d'une certaine manière, ou triple. Voilà, elle est à la fois une question environnementale, une question d'écologie mentale et sociale, et surtout ces questions communiquent entre elles. Parce que vous avez un exemple très clair aujourd'hui, vous voyez peut-être que, enfin je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais disons il y a énormément des industries de la désinformation numérique qui diffusent beaucoup de contenus climato-sceptiques sur des réseaux sociaux comme Facebook et par exemple comme Facebook et Google sont des industries numériques qui fonctionnent avec un modèle publicitaire, ils gagnent beaucoup d'argent grâce à ces industries de la désinformation. Et donc, évidemment, quand vous avez beaucoup de contenus climato-sceptiques qui circulent sur les réseaux, finalement, vous avez beaucoup de personnes qui commencent à croire que le changement climatique, c'est quelque chose de complètement farfelu, qu'on essaie de nous mettre dans la tête, etc., mais que ce n'est pas une réalité scientifique et tout ça. Et donc, vous voyez bien que là, c'est ce qui se joue sur nos environnements mentaux et sociaux, donc les médias numériques, qui a un impact sur finalement les dispositions et les politiques que nous allons prendre pour faire face aux enjeux du changement climatique ou de la crise écologique. Donc ces trois dimensions de l'écologie sont toujours intrinsèquement liées. Et en fait, c'est de cette manière-là que Bernard Stiegler essaye de penser, en développant justement ce concept d'entropie, non pas seulement au niveau, disons, de l'écologie environnementale, donc des questions de perte de biodiversité, de dissipation de l'énergie, mais aussi au niveau psychique et social, donc perte de sociodiversité, de noodiversité et on va dire désintégration des savoirs sous forme de données, d'informations. Voilà, c'est bon, vraiment je pourrais peut-être développer pendant la discussion si ça vous intéresse, mais je ne vais pas rentrer peut-être dans des questions trop techniques. Et à partir de là, en fait, il repense la question de l'anthropocène, qui est d'habitude pensée comme, si vous voulez, l'anthropocène, donc ça s'écrit avec un A et un H, comme le mot grec anthropos, qui veut dire l'humain. Et donc c'est un terme qui a eu, qui a vraiment complètement pénétré le débat public aujourd'hui et qui veut souligner le rôle et la responsabilité des activités humaines et industrielles dans la crise écologique contemporaine, en disant que nos activités industrielles ont
des impacts au niveau géologique lui-même, hein, au niveau de l'évolution du système Terre, on pourrait dire. Et en fait, Bernard Stiegler déplace un petit peu cette question en disant le problème, ce n'est pas l'anthropos, l'humain, c'est l'entropie, et l'anthropocène doit être compris comme un anthropocène avec un E, c'est-à-dire comme une production massive d'entropie à tous les niveaux. Voilà, donc c'est aussi une thèse qui est développée en détail dans le dernier livre collectif qu'il avait écrit, enfin que nous avions écrit avec toutes sortes d'autres de chercheurs de différentes disciplines, et qui s'intitule Bifurqué. Voilà, donc vous pouvez aussi lire l'introduction de ce livre pour avoir plus d'éléments à ce sujet. Merci. Alors peut-être que c'est pas nécessaire de faire un commentaire sur la conclusion, puisqu'il est l'heure, oui. On va passer directement aux questions. Voilà, vous avez un petit aperçu des grandes lignes et des grandes thématiques qui sont abordées dans ce livre. On peut ouvrir la discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, par rapport à cette question de entropie et négantropie, je crois, c'est un peu ce qui oppose à ça. Quelles étaient les institutions, les associations, les actions mises en place pour essayer d'aller un peu plus dans ce sens-là? C'était dans la plaine Saint-Denis, il me semble. Oui. Quels étaient les projets et à quoi ça ressemblait? Alors les projets... alors en fait, c'était ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'en 2015... le président de Plaine Commune, qui est donc en fait un ensemble de plusieurs agglomérations en Seine-Saint-Denis, avait fait appel à Bernard Stiegler pour essayer d'expérimenter sur ce territoire l'économie contributive, justement. Donc d'expérimenter en fait, de développer des activités jugées contributives et de les rémunérer avec un revenu contributif sur ce modèle réadapté du régime des intermittents du spectacle. Bon. Et donc le but, c'était que pour faire ça, évidemment, on ne peut pas arriver et puis imposer les choses comme ça, c'est pas possible. Donc l'idée, c'était évidemment de partir des activités qui avaient lieu sur le terrain, et de le faire sur le mode de ce que Bernard Stiegler appelait la recherche contributive, c'est-à-dire une sorte de recherche-action en fait. C'est-à-dire on ne va pas arriver avec un modèle et puis l'imposer aux citoyens, on va voir ce qui se fait sur le territoire, s'il y a déjà des activités contributives qui existent, qu'on pourrait développer, intensifier et puis rémunérer avec ce fameux revenu contributif à condition de trouver un moyen de le financer, etc. Donc évidemment c'est très compliqué, et l'idée c'était de financer un certain nombre de thèses, donc de chercheurs qui allaient faire des thèses de recherche-action pour mettre en place cela sur le territoire. Le problème est que ces thèses, en réalité, n'ont jamais obtenu le financement qui avait pourtant été promis par Emmanuel Macron lui-même, me semble-t-il. Mais bon, voilà, ce sont les promesses d'Emmanuel Macron. Mais de manière générale, effectivement, personne, en réalité, n'a financé ces thèses, ces travaux. Donc ça a été, du coup, très compliqué de mettre en place cela. Mais il y a deux projets qui ont été quand même un petit peu développés de manière, on va dire, très incoative. Je vais vous donner peut-être qu'un seul exemple parce que je ne voudrais pas parler trop longtemps, mais disons, pour donner un exemple concret, il s'agissait en fait de travailler avec une structure de protection maternelle et infantile sur le territoire sur la question des problèmes développementaux que peut générer la surexposition aux écrans des jeunes enfants. Donc il y a des enfants voilà, qui ont des problèmes pour développer leur motricité, leur langage, etc. parce qu'ils sont surexposés aux écrans de smartphones ou de télévision, mais en particulier avec les smartphones. Et à l'époque, en tout cas, les choses ont quand même beaucoup changé de ce point de vue-là depuis 2015, mais à l'époque, on a commencé à travailler cette question. En fait, c'était des sujets qui n'étaient pas forcément très connus du grand public, et surtout, de nouvelles psychopathologies apparaissaient pour lesquelles il n'y avait absolument aucune thérapie. Voilà. Et donc l'idée, c'était de travailler aussi avec des psychologues, avec aussi éventuellement des instituteurs ou des institutrices, avec une psychiatre, avec des chercheurs en philosophie, en théorie des médias, en biologie, bon, de créer un petit dispositif qui aurait pu être une sorte de lieu un peu de formation en fait sur ces questions, et l'idée étant d'envisager des thérapies non pas cognitives ou comportementalistes ou chimiques, mais sociales en fait, et de voir comment on peut par exemple développer des jardins
partagés avec des dispositifs de garde pour les parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants le soir et qui ont besoin qu'on les garde, mais avec un roulement, etc. Bon, bref. Donc, comment on peut, à l'échelle d'un quartier, trouver des solutions sociales collectives à ce problème, qui est en fait un problème lié évidemment aux industries de captation de l'attention, mais qui est aussi lié à un problème lié aux conditions sociales des populations, tout simplement, parce que quand vous avez plusieurs enfants, que vous êtes la seule ou le seul à les élever, c'est évidemment très compliqué. Et donc l'idée, c'était de travailler comme ça collectivement sur ce modèle de la recherche contributive pour pouvoir ensuite faire en sorte que on crée en fait une sorte de dispositif de capacitation assez solide et que si le territoire reconnaît politiquement que c'est un problème de santé publique et qu'il faut investir en fait dans le développement de nouveaux savoirs pour soigner ce sujet-là, eh bien les personnes qui se forment à ces nouveaux savoirs pourraient recevoir par exemple un revenu contributif à condition ensuite d'aller dans des structures du territoire, par exemple des écoles, des hôpitaux, etc., pour diffuser ce savoir, le partager avec d'autres et s'aimer en fait. Parce qu'évidemment, il y a toutes sortes d'instituteurs, d'institutrices, de profs qui en fait ne savent pas quoi faire avec le problème des smartphones, ne comprennent pas, etc. Bon, les choses ont beaucoup changé désormais, c'est devenu vraiment quand même une question, et tant mieux hein, d'ailleurs, beaucoup plus massivement diffusée, même si très insuffisamment à mon avis. Et voilà, donc c'était ce type de projet qu'on a essayé de mettre en place. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur ce projet-là, donc c'est pour ça que je prends cet exemple. Mais effectivement, malheureusement, si vous voulez, on n'a jamais réussi à aller jusqu'au moment où il aurait été possible de financer ce revenu contributif et de vraiment expérimenter l'économie contributive, parce que c'était quand même ça le but. Je veux dire, c'était pas seulement... Et puis dans la dernière période de son travail, dans les dernières années, juste avant sa mort en 2020, il avait développé avec d'autres le projet de faire monter au niveau international, mondial, la même dynamique. Il avait monté un collectif qui s'appelait Internation. Et il avait l'ambition de soumettre ce projet-là au secrétariat général des Nations Unies et pour obtenir des financements pour faire qu'il n'y ait pas seulement un territoire en Seine-Saint-Denis qui soit soumis à cette dynamique, mais qu'il y ait d'autres territoires un peu partout dans le monde. Je crois qu'il y en avait un en Équateur, en Irlande, oui, voilà. sur des îles aussi. En fait, l'idée, c'était aussi qu'à chaque fois, c'est des expérimentations locales et en fonction des localités, il y a telle ou telles activités qui peuvent être reconnues. Moi, je traduis un peu d'utilité publique d'une certaine manière. C'est-à-dire, sur tel territoire, le développement de ces savoirs-là, c'est vraiment fondamental et donc on va les financer de cette manière-là. L'enjeu étant vraiment, c'est ce que je dis aussi dans le livre, bon. Peut-être parce que en fait... Merci. Non, mais donc du coup, c'est vrai que c'était vraiment le dernier de ces projets qui a été un peu mis à plat dans le livre Bifurqué. Donc je vous renvoie à ce livre-là, coécrit avec Anne d'ailleurs. Juste une petite question, du coup, vous parliez de collectif, d'associations. Comment ces associations-là étaient organisées et comment c'était payé, par exemple? Est-ce que c'était des expériences sociales lancées pour les volontaires? Vous voulez dire sur le territoire de pleine commune? Oui, par exemple, parce que moi je suis architecte, par exemple il y a un bureau, un collectif d'architectes qui s'appelle Assemble et qui fait ce genre de chantier participatif, on va dire, où on vient chercher justement dans les écoles ou quoi, des élèves, des jeunes, etc., pour construire des espèces de structures dans l'espace public, voilà, en collaboration avec la mairie, etc. Mais ça, du coup, c'est déjà un collectif d'architectes qui est payé par d'autres projets. Et qui fait ça voilà, dans un souci un peu social, etc., mais qui n'est pas forcément rémunéré pour ça. Oui. Là non plus, les personnes en général qui s'impliquaient le plus n'étaient pas rémunérées. Ouais. Après, il y avait une petite structure qui était l'association Ars Industrialis, qui était l'association que Bernard Stiegler avait créée en 2005, qui, moi j'en faisais partie, donc c'était à ce titre-là que je participais à ces projets, mais c'était à titre bénévole principalement. La plupart des personnes qui le faisaient aussi à titre bénévole. Alors on avait réussi à aménager un peu les choses avec cette structure de protection maternelle et infantile par exemple,
où en fait on avait négocié que la psychologue soit présente sur une partie de son temps de travail avec les autres personnes qui travaillaient dans la structure, bon, parce que c'était leur demande en fait, enfin, en réalité c'était leur demande de travailler sur cette question des écrans, etc. Les chercheurs, normalement les chercheurs auraient dû être financés par ces fameuses thèses qui n'ont pas été financées, et puis au niveau administratif, il y avait une structure qui s'appelle l'Institut de recherche et d'innovation, qui était aussi une structure qui avait été créée aussi par Bernard Stiegler en 2005, qui gérait un peu la logistique et l'administration du projet, mais bon, qui n'était pas sur place, quoi, voilà, et qui ne gérait pas les projets en tant que tels. Hein. Donc c'était très très fragile, quoi, en fait, pour le dire autrement. Vraiment très fragile. On faisait avec vraiment pas grand-chose. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tout à l'heure vous avez parlé d'industrie culturelle. Est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt d'industrie de la distraction ou du divertissement? Moi-même, j'ai une conception assez restreinte de la culture, c'est la production de l'art et de l'esprit. Donc je ne sais pas, dans tout le flux numérique qui nous arrive, je n'arrive pas à avoir cette part-là. Bah, la notion d'industrie culturelle, après, c'est une notion, disons, qui a été développée aussi par, des philosophes qui s'appellent Adorno, Horkheimer. Donc, je faisais un peu référence à ça en l'employant. Mais oui, vous avez raison, on peut très bien parler d'industrie du divertissement ou d'industrie de... Comment vous avez dit? Distraction. Ou de distraction, oui. L'entertainment. Oui, voilà, non, mais tout à fait, c'est ce qu'il désigne, en fait, à travers ce concept. C'est simplement qu'au moment où il mobilise le concept... justement ce divertissement est juste en train de se développer d'une certaine manière, donc, et l'idée c'est de dire que bah, effectivement quand la culture devient industrielle, du coup elle devient du divertissement d'une certaine manière, mais ça c'est pas le propos de Bernard Stiegler pour le coup, qui lui croit que c'est tout à fait compatible la culture et l'industrie, et qui a en fait œuvré toute sa vie pour les rendre compatibles, mais à condition bien sûr de ne pas assigner, si vous voulez, les médias à des objectifs de rendement court-termistes, parce que évidemment c'est ça en réalité le problème. C'est toujours l'ambivalence pharmacologique de l'industrie finalement. Oui, tout à fait. De la technique. Oui, je me demandais si vous explorez, enfin là vous avez parlé dans votre présentation de la différence entre le désir et la pulsion qui était très importante pour Stiegler, mais au-delà de ça, si vous explorez beaucoup le pan psychanalytique de son travail dans ce livre, et là, vu le plan, j'ai l'impression que c'est pas le point focal le plus important. Et est-ce que ça a posé problème, si c'est le cas, du coup vous l'avez pas vraiment exploré, dans l'écriture et dans l'écriture du livre, oui, vous dans voulez dire? l'écriture du livre. Oui, bah... Rendre accessible sa pensée. Oui, oui. Bah, en fait, c'est vrai que c'est pas... Disons que j'en parle quand même, je crois, mais j'ai pas procédé par auteur d'une certaine manière. Donc je me suis pas dit comment est-ce que Stiegler réinterprète Marx, comment est-ce que Stiegler réinterprète Freud, comment est-ce que Stiegler interprète Derrida, comment est-ce que Stiegler réinterprète les uns les autres, parce que je pouvais pas construire un livre sur cette base. Mais par contre, il y a quand même ces questions, elles sont abordées un peu partout, mais j'ai envie de dire disséminées dans les différents chapitres. C'est vrai que je me suis pas focalisée vraiment sur la question de Freud, mais enfin... dans la partie sur justement les technologies de l'esprit, savoir et pouvoir, bon, il y a toute une réflexion sur et aussi dans la troisième partie sur les réflexions autour de la critique du capitalisme, il y a toute enfin j'essaye de montrer vraiment comment Stiegler articule Marx et Freud d'une certaine manière, et comment à chaque fois il les déplace en les articulant. Et ça, je le dis parce qu'en fait, c'est d'un point de vue un peu histoire de la philosophie, si je puis dire, c'est quelque chose sur lequel j'ai insisté aussi dans la conclusion, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de montrer que
à chaque fois, ce que fait Bernard Stiegler, d'un point de vue philosophique, c'est qu'il articule des traditions qui sont hétérogènes entre elles, et que le fait de les articuler va l'obliger à déplacer les concepts. Et par exemple, quand il parle de la question des rapports entre mémoire et technique, c'est très clair que c'est une articulation entre la phénoménologie, d'une part, et l'anthropologie des techniques, l'histoire des techniques. Et qu'à chaque fois, la rencontre entre ces deux traditions qui ne s'étaient jamais rencontrées avant va obliger à certains déplacements. Et pour ce qui est de la critique de l'économie politique, donc de sa critique du capitalisme et de la manière dont il propose de penser une économie contributive, etc., c'est très clair pour moi qu'elle procède d'une rencontre entre Marx et Freud, mais à chaque fois qui va le conduire à déplacer Marx, en passant de la question du prolétariat à la question de la prolétarisation, et à déplacer Freud aussi en proposant une sorte de nouvelle théorie, on pourrait dire, du rapport entre pulsion et désir, qui intègre la technique en fait à cette question, parce que le grand problème de Freud, selon Stiegler, c'est aussi un oubli de la technique. Et là, je pense que voilà, donc en fait, j'en parle, mais disons que ça ne fait pas l'objet d'un chapitre à proprement parler. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Tu le soulèves au moment où, notamment dans la partie sur les technologies de l'esprit, où ça apparaît comme un enjeu du contrôle en fait, de la pulsion. Oui, et donc c'est à ce moment-là en fait, que tu développes les distinctions entre pulsion et désir aussi. Tout le thème de l'énergie libidinale. Oui, voilà, la question de l'économie libidinale. Puisque c'est une question économique aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que bon, on peut écrire un livre sur cette question aussi. Il y avait une question par ici? Ouais, tu peux commencer à y répondre. En fait, il y a tout ce côté où Stiegler, du coup, il parle, quelque part, pour prendre des termes de Foucault, des dispositifs de contrôle pour fabriquer un consommateur et effectivement acheminer des pulsions dans des objets de consommation. Mais il y a un aspect que moi j'ai jamais lu, je ne sais pas si c'est présent dans son œuvre, plus sur en fait, le contrôle des citoyens, au-delà de la figure du consommateur, du coup d'un contrôle vraiment politique. Et si on prend l'économie comme un mode de gouvernement, qui n'est pas juste voilà, comment est-ce qu'on reproduit un peu les moyens collectifs de survivre, comment est-ce qu'on fait pour nous garder tranquilles en fait? Est-ce que Stiegler il traite à sa façon cette question-là? La consommation, c'est un bon moyen de nous garder tranquilles. Mais oui, je comprends. Je sais pas. En tout cas, ce qui est. Enfin, je sais pas si je vais répondre à ta question, mais disons que par rapport aux diverses critiques de ce qu'on appelle aujourd'hui parfois le capitalisme numérique ou le capitalisme de surveillance, etc., si on devait positionner Stiegler, c'est sûr qu'on ne pourrait pas, je pense, le positionner du côté de ceux qui adressent la surveillance généralisée, c'est-à-dire le fait qu'on va nous surveiller en collectant nos données et puis en nous gouvernant de cette manière-là, en fait. Je pense que lui, son angle, c'est quand même toujours plutôt, non pas les informations que l'on récolte à notre sujet, mais la destruction de nos savoirs. Je pense que lui, c'est vraiment comme ça qu'il se positionne, et que c'est vrai que, voilà, sur la question du capitalisme numérique en tant que tel, je pense que sa critique se situe plutôt là, sachant qu'il n'ignore pas du tout les autres, mais que c'est pas sa spécificité, c'est pas son angle. Alors je sais pas si tu entendais autre chose, vas-y. Moi je dirais qu'il articule aussi, et ça c'est quelque chose que tu montres bien, la thématique foucaldienne du pouvoir avec toute la problématique de ce qu'il appelle lui-même les objets temporels. Et au moment où les industries culturelles se muent aussi en industrie de captation des attentions, notamment par la télévision, sur quoi tu as aussi beaucoup travaillé, l'enjeu c'est de voir comment en fait ces objets techniques qui captent notre attention, en captant notre attention, conditionnent une synchronisation de nos consciences. Et que de cette façon-là, en fait, on est en quelque sorte contrôlé d'une manière un peu particulière.
Et ça, c'est aussi une question importante. Moi, je ne l'ai pas développée vraiment dans le livre, mais de plus en plus, elle m'apparaît comme étant importante, la question de la foule, en fait. Et c'est aussi un petit peu en lien avec Freud, puisque la psychologie des foules, quoi. Et il y a toute une réflexion aussi sur, effectivement, les effets de massification que peuvent produire ces technologies. À la fois la synchronisation des consciences qui nous transforme en espèce de... Voilà, je caricature un peu, mais de masse de cerveaux disponibles à qui on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Et puis après, avec les technologies numériques, l'industrie des traces et l'économie des données, là, il va parler de foule numérique, de foule connectée, je crois, je ne sais plus très bien. Mais l'idée, c'est aussi de montrer comment ces technologies fonctionnent selon des principes mimétiques, donc qui en fait influencent nos comportements pour nous faire imiter les uns les autres, etc. Et prédisent par avance nos comportements en les rangeant dans des sortes de moyennes, en fait, en les conformant à des moyennes statistiques. Et donc il y a un contrôle des comportements qui s'effectue sur la base de cette moyennisation, de cette massification, et la constitution de nouveaux types de foules. Et voilà, et je pense que... C'est toute l'allégorie de la fourmilière aussi. Il y a voilà, toute la question de l'allégorie des fourmilières numériques, comment sur la base des traces que nous laissons, nos comportements vont être orientés, etc. Et donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais en tout cas, c'est une manière d'aborder le problème, je pense. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Oui. Oui, alors je suis pas sûre que je vais m'exprimer très précisément, mais je vais essayer de le faire. C'est par rapport à ce que vous disiez sur l'IA générative et sur le fait que du coup ça prolétarise notre rapport au savoir. Et je me demandais si, j'ai bien compris que Stigler n'avait pas connu cette évolution technologique-là, et je me demandais si à ce stade-là de dépossession que ça engendre, est-ce qu'on est toujours sur un rapport pharmacologique à la technologie à ce stade technologique-là, ou est-ce qu'on est sur autre chose? Oui, merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas si j'ai bien compris, si jamais je projette une autre question sur votre question, vous me dites, parce que ça m'arrive. Mais en fait, disons que pour moi, la manière dont je comprends les choses, peut-être je me trompe, hein, mais c'est que la dimension pharmacologique concerne, comme on disait tout à l'heure, un type de support technique, un type de rétention tertiaire. Donc par exemple l'écriture alphabétique, par exemple les enregistrements analogiques, par exemple le cinéma, la télévision, ou par exemple le numérique, les algorithmes. Vous voyez. Et elle ne concerne pas un service qui est développé sur la base de ces technologies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple la télévision en tant que telle est pharmacologique, c'est-à-dire est ambivalente, peut-être un remède ou un poison, mais TF1, du point de vue de Bernard Stiegler, qui est un service basé sur l'industrie et l'infrastructure télévisuelle, n'est pas pharmacologique. C'est-à-dire que TF1 est un poison, je pense, du point de vue... En tout cas, c'est mon interprétation de la pensée de Bernard Stiegler. Et de même, aujourd'hui, par exemple, Internet, les algorithmes, on peut dire dans une certaine mesure aussi la collecte des données numériques, et puis leur traitement, et les plateformes, etc., sont pharmacologiques, mais un produit ou un service comme ChatGPT, par exemple, on peut très bien considérer que c'est un poison et conserver une conception pharmacologique de la technique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, on risque de tomber dans une conception très faible en fait, du pharmacone, qui consiste à dire tout ce qui... Disons, tout ce qui nous arrive de manière générale peut être bon ou mauvais. Ah oui, mais bon, ça n'a aucun intérêt philosophiquement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je crois que pour Bernard Stiegler, vraiment, un réseau antisocial, comme il l'appelait, comme Facebook, était pour lui un poison. Hein. En tout cas, je ne sais pas s'il l'a écrit, mais j'ai entendu en parler souvent. Et donc... voilà, bien dissocier, disons, le support technique ou la technologie d'enregistrement dont il est question, qui, elle, est intrinsèquement pharmacologique, et en fonction de ce qu'on va développer avec, on pourra faire le meilleur ou le pire, et la distinguer d'un produit ou d'un service qui lui-même dépend d'un certain modèle d'affaires, qui peut être extrêmement toxique. Et là, il n'y a pas de pharmacologie qui tienne, si je puis dire. Voilà. Donc, j'espère que c'était à peu près... Est-ce que vous avez fait ça, merci beaucoup. Je vais suivre sur cette question... Mais dans ce cas-là, si on distingue entre
la technologie, la technique de base qui est pharmacologique, et puis les différentes utilisations de ces techniques qui peuvent être soit remèdes, soit poison. Est-ce qu'on ne tombe pas encore une fois dans cette logique de moyens et fins? Oui. Bah, alors, moi, la manière dont je pense les choses, mais encore une fois, ça c'est mon interprétation, donc je ne sais pas, mais c'est que ce n'est pas des questions d'utilisation, ce n'est pas des questions d'usage, c'est des questions de développement, d'économie et de politique. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est de dire que, par exemple, Facebook, alors bien sûr, en fait, ça dépend à quel niveau on se situe. Il y a des bons et des mauvais usages de Facebook. Parfois, il y a un film sympa qui passe sur TF1, bon, bah voilà, c'est sympa de le regarder, je veux dire. Mais quand on analyse le modèle économique qui est derrière, et les fonctionnalités technologiques et les idéologies politiques, en fait, on se rend compte qu'elles sont très problématiques. Et donc, le modèle économique, par exemple, si on prend l'exemple de TF1 ou de Facebook, en réalité, c'est des exemples qui sont très proches l'un de l'autre. Hein, donc, c'est le modèle de l'économie de l'attention, donc de la captation des temps de cerveau disponibles et de la vectorisation des comportements vers des pulsions consommatrices, on va dire. Les fonctionnalités techniques, d'une certaine manière, elles nous mettent dans des dynamiques sociales qui sont problématiques. Donc, par exemple, la synchronisation des consciences qui font qu'on va tous être de manière passive devant une même émission de télévision sans aucune possibilité de répondre, etc. Ou bien, dans le cas de Facebook, le fait qu'on va tous vouloir accumuler le plus de vues possible, et puis comme finalement on ne peut pas en accumuler assez, on va se ranger derrière une personnalité connue qui en accumule beaucoup, et donc en fait ça crée des dynamiques sociales de concurrence, de compétition et de mimétisme. Et puis l'idéologie politique qui est derrière, c'est-à-dire en fait l'idée que voilà, les humains ne sont rien de plus que du temps de cerveau disponible, et que donc quand on analyse à travers ces trois prismes un dispositif technologique, on peut évaluer selon moi sa dimension bénéfique ou sa dimension toxique indépendamment des usages. Après évidemment c'est une évidence, il y a des usages qui sont meilleurs que d'autres. Mais pour moi, là, on sort un peu de la question du pharmacone, en fait, parce que des usages qui sont meilleurs que d'autres, il y en a toujours, en fait. Il ne peut pas en aller différemment, quoi. Et à partir du moment où il ne peut pas en aller différemment, c'est même pas une question. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est pas tant une question d'usage, c'est une question de ce que l'on développe avec ces technologies, en fait. Et comment on les intègre dans des institutions sociales, ou non. C'est-à-dire... Voilà, est-ce que c'est des technologies qui se développent simplement à des fins court-termistes pour, on va dire, qui visent en fait, qui sont au service du marché tout simplement, et qui visent donc le profit à court terme de quelques acteurs très peu nombreux aux dépens de la santé des populations, ou bien est-ce qu'on va développer des choses qui répondent à certains besoins locaux ou à certaines populations, à certains désirs, à certaines envies, à certaines pratiques. Mais en amont de l'usage. C'est comme ça que je vois les choses. Mais, voilà. C'est un peu la démocratie. C'est quand même un objet qui, pour fonctionner, a besoin du savoir et de l'information. Et on voit bien que c'est ces deux zones qui sont directement attaquées, et que les modèles qui sont en train d'émerger en termes de démocratie, c'est plutôt des modèles totalitaires, où il y a une forme de pensée qui est valorisée par tous les moyens possibles, sans pouvoir créer des discours, on va dire, qui seraient un peu singuliers. Et donc on a des formes un peu, on va dire, en apparat de démocratie, mais qui n'en sont plus. Enfin, je veux dire, Oui, je pense que là, pour le coup, Stigler a écrit un livre en 2006, je crois, ou 2000, je sais plus la date, c'est pas 2006, peut-être 2008 ou 2000. Okay. La télécratie contre la démocratie, bon, peu importe, hein. Disons entre 2005 et 2010, voilà, pour être à peu près, mais c'est peut-être 2006. En tout cas, c'était précisément son point, parce que c'était l'enjeu, c'était de dire, en fait, aujourd'hui, nous croyons vivre en démocratie, voilà, mais en fait, nous vivons, les personnes qui votent
sont tellement influencés par la télévision que c'est plutôt un pouvoir télécratique, c'est plutôt un pouvoir télévisuel qui s'exerce. Et non seulement les personnes qui votent, mais aussi les politiciens, évidemment. Hein. Et ça, Derrida le disait déjà dans l'entretien avec Bernard Stiegler, qui s'appelle « Échographie de la télévision ». Si jamais ça vous intéresse, je vous recommande, parce que c'est un entretien, donc c'est un enregistrement oral, donc c'est très facile à lire, en fait. Enfin, c'est beaucoup moins alambiqué que certains textes de Derrida ou de Stiegler. Et en disant, aujourd'hui, ce qui se passe sur un plateau de télévision a presque plus d'importance que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, voilà, la télévision, et ça je le souligne aussi dans le livre, je le dis, je crois que Bernard Stiegler est un des seuls philosophes à cette époque-là à prendre la télévision comme objet de questionnement et à dire attention, c'est un vrai problème pour les régimes démocratiques. Et parce que ça se comprend très bien quand on suit le fil de sa pensée, parce que voilà, toute technologie, encore une fois, d'enregistrement, tout milieu artificiel conditionne nos esprits et nos sociétés, en fait, les processus d'individuation psychique et collective, donc nos transformations psychiques et nos manières de vivre ensemble. Donc c'est tout à fait évident que la télévision, je sais plus, je crois que je donne les statistiques, mais en fait, entre les années 50 et les années 70, le nombre de téléviseurs démultiplié de manière fulgurante. Et en fait, Bernard Stiegler soutient que c'est un gros problème politique. Et en fait, ça c'est très intéressant, parce que des philosophes qui parlent de la télévision à cette époque-là, il y en a très peu. Évidemment, il y a le livre de Bourdieu sur la télévision. Bourdieu est un sociologue, bon, donc c'est, disons, c'est pas la même chose quand même. Et il en fait une question politique. Et aujourd'hui, on se rend compte, et évidemment, avec le développement des réseaux numériques, Bernard Stiegler insiste aussi sur les enjeux politiques du développement de ces nouveaux médias, entre guillemets. Et aujourd'hui, on se rend compte à quel point toutes ces questions sont politiques. Quand on voit que des élections présidentielles sont annulées dans certains pays, parce que TikTok est soupçonné en tout cas d'avoir fait de la propagande pour tel ou tel candidat, où on voit comment se sont déroulées les élections présidentielles américaines avec voilà, la manipulation de l'information sur X, etc. En fait, on se rend bien compte que la manière dont fonctionnent nos espaces médiatiques, nos environnements informationnels, conditionnent la possibilité ou non de la démocratie. Mais c'est une évidence, puisque la démocratie se fonde sur la liberté de pensée, d'expression et d'opinion. Or, quand vous avez une personne qui contrôle un réseau social qui a des milliards d'utilisateurs, voilà, la liberté d'expression et d'opinion n'est pas assurée, quoi. Donc, voilà. On a juste agrandi la caverne, finalement. Oui, je sais pas. En fait, surtout la caverne s'est beaucoup transformée, quoi. Voilà, donc, oui. Est-ce qu'il y a encore une dernière petite question? Voilà, c'était caché. La question rejoint un peu ce qui a été posé tout à l'heure. C'est que Bernard Stiegler a écrit dans les 90, je crois, jusqu'à 2020. Et donc, que ce soit l'ordinateur, Internet, les smartphones, etc., il n'y a plus aucun rapport entre 90 et 2020, et plus aucun rapport entre 2020 et 2025. Et en même temps, il a toujours, il me semble, su saisir les technologies numériques les plus disruptives. Donc ma question, elle est double, mais ça se rejoint. D'une part, est-ce que sa pensée politique a évolué avec l'évolution de certaines technologies? Parce qu'on parle de la télévision, mais bon, on parle aussi des nouvelles technologies de l'information et de la communication arrivées en 2000-2005. Donc est-ce qu'avec les étapes disruptives du numérique, sa pensée a évolué? Et ma deuxième question, c'est plus précisément par rapport aux intelligences artificielles. J'ai cru lire qu'à des moments, il parle de machines de calcul algorithmique, enfin je ne sais plus l'expression qu'il emploie, mais il parle de un peu de l'ancêtre de l'IA générative qu'il n'a pas connu, mais sous une expression qui me fait penser qu'il a su capter que voilà, le calcul probabiliste était de plus en plus important dans la technologie. Et je voulais savoir, du coup, à la fin de sa vie, s'il avait entendu parler de nouvelles IA et s'il avait commencé à prendre en compte ces évolutions. Parce que, pour le dire un peu grossièrement, ChatGPT est assez récent, même si l'IA n'est pas que ChatGPT, mais
mais disons qu'il n'a pas connu sa version caricaturale. Donc voilà, ma question c'est vraiment sur l'évolution de la pensée de Stigler en rapport avec l'évolution du numérique. Oui, oui. Bah, déjà, moi ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est qu'il y a quand même eu la partie qui concerne vraiment les technologies numériques dans le livre. Je l'ai construite en 3 sous-parties d'une certaine manière, en essayant de montrer ce qui avait pu, dans les années 90, susciter l'enthousiasme en fait Ça va ? Mais donc ce qui avait pu susciter son enthousiasme à Bernard Stiegler à l'égard de ces technologies numériques-là. Et la principale chose qui a suscité son enthousiasme, c'est, je veux dire son enthousiasme, c'est pas qu'il était enthousiaste personnellement, mais dans ses écrits, c'est des écrits extrêmement enthousiastes. C'est-à-dire qu'il considère le passage au numérique comme quelque chose de plutôt émancipateur au début. Pourquoi ? Tout simplement parce que la télévision nous mettait dans une situation de misère symbolique, ça c'est un concept important aussi, donc on produit des symboles pour nous et nous recevons ces symboles mais nous ne sommes pas en mesure de les produire. Et le passage au numérique, en premier lieu, rend possible, si vous voulez, que les récepteurs de symboles deviennent aussi des producteurs de symboles. Donc vous pouvez produire un site internet et produire de l'information comme vous pouvez aller consulter des sites internet et recevoir de l'information. Mais vous n'êtes plus dépendant justement de ce que Bourdieu appelait le champ journalistique, donc des quelques personnes qui produisent en fait les images et les émissions que vous voyez tous les soirs chez vous à 20h quand vous rentrez. Bon. Donc ça c'était pour lui quelque chose de tout à fait nouveau et très intéressant. Mais comme tout pharmacone, et c'est pour ça, là encore, peut-être j'interprète, enfin moi je crois pas que j'interprète, je crois que c'est vraiment ce qu'il dit, mais voilà, le pharmacone est toujours d'abord dangereux. C'est-à-dire que, en fait, il devient pas bon comme ça, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Il devient bon si on arrive à l'adopter collectivement, à en faire quelque chose d'intéressant, à la fois en l'encadrant par des lois et aussi en développant des systèmes intéressants. Mais si on le laisse se développer tout seul, entre guillemets, c'est jamais tout seul qui se développe, il est approprié par des acteurs économiques qui ont envie d'en tirer du profit et d'exercer un pouvoir, et donc il devient nocif tout simplement. Et le problème, c'est que dès le début des années 90, Bernard Stiegler avait identifié des potentialités justement contributives de ces technologies numériques, était extrêmement enthousiaste et a fait toutes sortes de propositions. Beaucoup de gens ont fait toutes sortes de propositions extrêmement intéressantes. Mais ces propositions, la plupart du temps, je caricature un peu, mais n'ont pas été soutenues par la puissance publique en fait. Et donc peu à peu on a assisté à une sorte de privatisation de ces espaces qui ce sont des espaces numériques, et on est passé par exemple de ces technologies des liens hypertextes, des sites internet, du web aux plateformes, à ce qu'on appelle aujourd'hui les plateformes de contenu ou les fameux réseaux antisociaux. Et donc à ce moment-là, au moment de ce tournant, c'est ce que je dis aussi dans le livre, évidemment les analyses de Bernard Stiegler se sont beaucoup transformées. C'est-à-dire que là, il est devenu beaucoup plus critique et il a montré tous les dangers que suscitaient ces technologies numériques une fois qu'elles étaient développées et appropriées en ce sens. Et je crois que, pour le coup, en évoquant toujours aussi des pistes de solutions, bien sûr, mais pour le coup, il me semble que ce que nous vivons aujourd'hui avec l'intelligence artificielle générative, et vous l'avez un peu suggéré aussi dans la question, c'est une accentuation de tendances qui étaient déjà présentes auparavant. Je crois que, pour le coup, ce que Bernard Stiegler décrit dans La société automatique, quand il dit en fait nous sommes face à des technologies, à une forme de performativité technologique qui vient court-circuiter nos prétentions, nos attentes, nos comportements, qui nous prend toujours de vitesse et qui d'une certaine manière du coup nous empêche d'agir, de penser, d'attendre, de désirer singulièrement, parce qu'on nous suggère d'abord le comportement que nous devrions avoir sur la base des calculs effectués sur des quantités massives de données. Finalement, ce que fait l'intelligence artificielle générative, c'est pas très différent. C'est encore des calculs algorithmiques sur des quantités massives de données, sans lesquelles elles pourraient absolument rien générer du tout, si elles n'exploitaient pas les données de tout un chacun. Et puis, c'est du calcul prédictif. C'est-à-dire qu'on vous produit le texte avant que vous n'ayez pu le produire, on vous produit l'image avant que vous n'ayez pu la produire, on vous produit le son avant que vous n'ayez pu le produire, etc. Et donc on court-circuite en fait vos capacités d'invention, de créativité, etc. Donc pour moi, si vous voulez, la logique, elle a foncièrement changé. En tout cas, il y a des choses nouvelles, ça c'est sûr, mais je pense qu'on peut s'appuyer quand même sur ces analyses-là pour analyser ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là, si ça vous va. Oui. Merci.
remercier publiquement Adrien Zerad qui a accepté comme vous avez vu, de me poser toutes ces questions, et aussi que j'ai rencontré suite au décès de Bernard Stiegler, donc je crois en 2020 ou 2021, je ne sais plus exactement. Et depuis, en fait, on a toujours beaucoup d'échanges autour de la pensée de Bernard Stiegler ou d'autres sujets, et il m'a toujours énormément soutenu, à la fois amicalement et intellectuellement. Et donc, voilà, je suis absolument très fière qu'il ait accepté de me poser ces questions ce soir, et sans lui, je n'aurais sans doute jamais pu écrire ce livre, comme sans beaucoup d'autres personnes. Beaucoup sont là aussi. Merci beaucoup.